Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est ensemble pour commenter l'actualité bien chargée aujourd'hui avec Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes. Bonjour. Bonjour. Éric Revel, journaliste, éditorialiste à Sud Radio, du lundi au jeudi, 7h25 dans le grand matin. Sud Radio, présenté, animé avec talent par Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, Jules Valérie. Laurence, vous êtes rédacteur en chef de Frontières. Bonjour à vous. Bonjour, Valérie. Avec un dossier, c'est paru vendredi et c'est une Jeudi. enquête, jeudi, et Une c'est enquête. une enquête que vous avez menée. Exactement. Sur Les tribunaux administratifs, les avocats, les responsables de l'immigration. Mais vous avez été épinglé par Gérald Darmanin. Par Gérald Qui a Darmanin. pris position Absolument. pour les avocats. Mais oui, parce que vous donnez les noms des avocats et évidemment Pas ça a tous. posé Pas ça tous les posait avocats, question. mais les cabinets qui rémunèrent le plus. Et Noémie Alioua qui vient d'arriver. Bonjour Valérie, journaliste, excusez-moi du retard. essayiste. Bonjour à Personne n'a rien vu. Non. Auteur Voilà, de La super. Terreur jusque sous nos draps, c'est paru chez Plomb. Évidemment, on va parler de cette attente insupportable. C'est de savoir s'il y aura un 49.3, visiblement oui, et surtout s'il y aura censure. Derrière cette semaine, on va parler de la défaite de Louis Boyard à la mairie de Villeneuve-Saint-Georges. On va parler également d'Emmanuel Macron qui donc va dans les cafés, on l'a vu vendredi, prend la parole pour se féliciter de ce que la Vasque va revenir pendant la fête de la musique, pendant tout l'été, bref, et puis Shein, j'arrive pas à le dire, enseigne de Shein. mode préférée des Français avec un certain nombre de consultants de haut vol, dont Christophe Castaner qui s'occupe de tout ce qui est réseau, oui c'est ça, c'est Communication. RSE, communication et environnement. On commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. On va commencer avec vous, Eric. C'est un sujet que je voulais traiter. On va parler vêtements là. Voilà. Dites-nous combien de fois je dois laver ma culotte, au bout de combien de Alors jours. tous les jours, il faut la changer mon tous les pyjama. jours. Le t-shirt c'est tous les 5 jours. Les pulls de mémoire, je crois que c'est tous les Le pyjama, c'est 14 tous les jours. 7 jours. Tous les 7 jours. Voilà. Les jeans entre 15 et 30 jours. Ça c'est la. Alors, d'où ça C'est les vient préconisations de l'ADEME, qui est une belle et grande agence. Alors, bon, on peut rigoler en se disant que ces préconisations, qui sont là pour faire économiser de l'eau, donc de l'énergie. Donc, l'ADEME, c'est 1,4 milliard de budget, c'est plus de 1000 personnes, c'est des gens qui travaillent sur l'économie circulaire, sur le fonds chaleur. Mais là, c'est vrai que, alors peut-être que la presse s'est emparée de ces recommandations un peu trop rapidement, mais c'est vrai que en plein débat sur les agences qui servent ou qui ne servent pas à grand-chose dans ce pays, les comités Déodul, moi j'aurais été il s'appelle Weissmann, c'est un ancien député qui est le président de l'ADEME, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, qui est un type très sérieux et qui connaît bien ces sujets. J'aurais décalé un petit peu la parution de ces recommandations sur. En plus, c'est prendre un peu les Français pour des abrutis, vous voyez, parce que ça me fait penser un peu à la grande campagne, vous savez, éteignez, économisez, je sais plus quoi là, pour économiser l'énergie. Ouais. Bon, après, pardonnez-moi, mais au-delà du fait d'économiser de l'énergie, il y a des trucs qui sont infaisables. Pour les affaires de sport, ils vous disent non, vous pouvez les utiliser 3 fois de suite. Ouais, Ça les dépend. t-shirts 4 fois. Attendez, alors là, il faut avoir un budget déodorant, si vous voulez. Voilà. Et il y a rien sur les chaussettes, donc je disais ce matin à Jean-Jacques Bourdin que moi, du coup, j'ai gardé un mois, puisque personne m'a dit quand il fallait les changer. Moi, ça fait pas rire Alexis. C'est dommage. Non. Je trouvais ça marrant. Un ménage moyen ne baisserait que de 15 € sa facture d'électricité annuelle. Si tout le monde fait ça, revanche, économiserait 2500 litres d'eau. C'est les recommandations qui paraissent. Vous avez aussi, je fais une parenthèse, la mairie de Paris qui a fait des petites affichettes pour dire aux enfants ne portez pas de couteau sur vous. C'est pas bien. Oui, ça vous fait pas sourire. Vous trouvez que c'est bien ces recommandations, vous, Alexis Bachelet? Alexis, je le sais depuis longtemps. Non, mais Eric, il est drôle parfois. Ouais. Mais pas toujours. Là, je suis pas drôle, là. Non. Non, Mais c'est vous pas drôle parce changez que vos t-shirts que 4 fois après 4 utilisations. Non. parce qu'on prend une partie du tout pour dénigrer le travail de l'ADEME qui j'ai commencé globalement par est une dire le agence contraire. utile. Vous dormez encore parce que j'ai commencé par dire le contraire. Si. Non, mais la tonalité globale, c'est j'ai dit qu'il il y travaillait a des sur le fonds de comités chaleur. Théodule, donc on ne sait pas trop C'est si vrai, c'est vrai. Il y a un comité Mais d'opinion là, c'est pas le cas. publique. J'ai L'ADEME, commencé par moi, dire en tant qu'élu qu'il y local, avait le fonds de chaleur qui s'occupait de transition énergétique. Ils font des choses très intéressantes. J'ai commencé par ça, Alexis, ça m'étonne. Oui, mais donc s'ils font êtes plutôt un guide objectif, d'habitude. s'ils font un guide qui te convient pas ou que tu jauges comme étant inutile, ou c'est peut-être pas
pour autant utile de pointer du doigt en disant regardez l'ADEME ils font ça, c'est nul, ça sert à rien, alors que globalement ils font des choses très utiles, très intéressantes et même importantes. C'est 1,4 milliard comme de budget. Oui, c'est ce que j'allais mais dire. je suis plutôt d'accord avec toi, il y a des choses inutiles et qui coûtent de l'argent public, mais pour le coup, il se trouve que je connais bien l'ADEME, encore une fois. Moi, comme élu local, on a eu on a eu besoin de les solliciter plusieurs fois, et ils sont toujours de bons conseils. Alors peut-être que là, tu trouves que c'est pas des bons conseils, mais globalement sur les questions de la transition énergétique, ils sont plutôt mauvais. C'est des recommandations, mais en plus c'est que des recommandations. Il y a un problème de fond. Oui. On est vraiment dans l'écologie punitive, c'est-à-dire une façon de faire de l'écologie toujours à travers le prisme des interdits, des obligations, et c'est par ces façons-là qu'on dégoûte les Français de l'écologie. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, l'écologie se résume effectivement à laver 3 fois sa culotte d'une façon ou d'une chose? C'est une façon d'infantiliser les Français. Oui, parce que vous dites aux Français, si vous lavez vos culottes plus de 3 fois par semaine, si on respecte pas les recommandations? Vous n'êtes pas une bonne personne qui respecte la planète. C'est une façon d'infantiliser les Français. C'est pas comme ça qu'on va sensibiliser les Français à l'écologie. Non, là, c'est la sobriété. Oui. Et la sobriété, c'est quelque chose qui n'est pas écologique. Mais enfin, vous voyez pas que ça fait des années que les écolos essaient justement de punir les Français, d'avoir des discours qui sont des discours négatifs, qui sont des discours infantilisants. Mais oui, mais bien sûr. Les gens sont dans la toi tu surinterprètes et eux ils surinterprètent la surinterprétation. Attendez, excusez-moi, vous trouvez pas mais vous trouvez pas grotesque les recommandations qui ont été faites? Valérie, il n'y a rien de grotesque, ce sont des recommandations. Et la sobriété, c'est le premier élément sur lequel ça ne coûte pas cher, c'est des changements d'habitude. Quand on vous dit éteignez vos appareils électriques, ça fait des économies, ça économise des tranches nucléaires. Oui, c'est la vérité. Si on fait plus attention à notre consommation énergétique, d'eau, etc., c'est mieux. Et c'est pas mieux pour faire plaisir aux écologistes, c'est mieux même pour le porte-monnaie. Oui, mais c'est un peu. Il suffit de regarder les scores des écolos aux élections et on se rend bien compte à quel point ce discours ne fonctionne pas. C'est la vache, c'est propre à chacun. Non mais c'est propre à chacun, c'est ses besoins. Moi j'appelle les leçons de morale en général. Tous en même temps. Alors. Là où ça n'a pas de sens, c'est que c'est propre à chacun. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait du sport tous les jours, il doit se laver ses vêtements tous les jours. Quelqu'un qui n'en fait pas, c'est différent avec ses affaires de sport. Je veux dire, c'est propre à chacun, et vouloir normer pour toute la région. Non mais pas énorme. Faire une recommandation collective pour tout un groupe, ça n'a aucun sens. C'est propre ni une règle, ni une norme, ni une punition. Non mais une recommandation. Oui, mais qui n'a pas de sens parce qu'en fait, elle ne prend pas en compte les spécificités de chacun. On n'a pas les mêmes besoins. On n'a pas les mêmes besoins, donc ça n'a pas de sens en fait. On est d'accord. C'est l'objectif de sobriété. On devrait tous le partager. Voilà. Après, vous pouvez ne pas être d'accord avec certaines recommandations. C'est peut-être impropre dans certaines situations, mais jeter le bébé avec l'eau du bain comme vous le faites, je suis désolé, c'est à ça que ça aboutit. Ah non, justement, j'économise l'eau du bain. C'est un non-sens non pas écologique, mais même économique, puisque tout ça, ça a pour but d'économiser la ressource, et l'économie de la ressource, c'est mieux pour le budget des Français. Que si vous avez été à la communication de l'ADEME, vous n'auriez pas recommandé à son président de communiquer sur ce sujet-là en ce moment. Ça vous va ? Oui, mais ça c'est un autre sujet, Eric. Ah ben non, mais ça vous va. Le fait de communiquer sur un mauvais sujet au mauvais moment. Mais encore une fois, je le répète, et quand on va tout de suite là sur l'écologie punitive, on jette le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'on attaque une institution qui peut avoir son utilité et qui a déjà fait ses preuves. Oui, mais enfin, même sur le fond, un top en coton 4 à 5 fois, vous le portez 4 à 5 fois. Top, c'est quoi ? Un t-shirt. Ouais. Si vous ne comprenez pas que ce genre de recommandations dégoûte les Français de l'écologie, vous avez bien aimé ou pas, Alexis, mon truc, on va pas acheter l'eau, faut l'économiser, l'eau du bain. Ça c'était drôle, non ? Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. Mais je t'ai dit parfois c'est drôle. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est ensemble pour commenter l'actualité dans le 10h midi, et peut-être que vous voyez partout en Ile-de-France la campagne d'affichage pour Sud Radio. Je vous ai vu. Ben oui, on m'a envoyé la photo. Pour les Vergarches, je vous ai vu sur un abribus. On m'a dit ça, et on m'a envoyé une photo d'André Berkoff également. Donc grande campagne. Vous la connaissez ? Ben oui, je la connais. Ben oui. Et nous on connaît Éric Revel. Envoyez-nous vos photos, envoyez-nous les photos si
vous voulez vous prendre en photo avec nous, c'est sympa. On va commenter l'actualité, avec Jules Laurence. Vous êtes rédacteur en chef de Frontières, Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes, Noémie Alioua, journaliste, essayiste. Je rappelle votre dernier livre, La terreur jusque sous nos draps, et Éric Revel, journaliste, éditorialiste à Sud Radio, du lundi au jeudi, 7h25, le grand matin, Sud Radio. Et vous êtes également dans Valeurs Actuelles. Oui, je fais une nouvelle formule, interview économique dans la nouvelle formule. De Louis Sarkozy. Oui. Olivier François d'Orcival. Alexis, j'ai retenu votre souffle. C'est vrai que c'est un magazine qui est ouvert à toutes les droites. J'ai même fait l'interview économique du secrétaire général du parti des radicaux de gauche. Bravo. Oui, formidable. Oui, les gens ne sont pas sectaires. LFI et Louis Boyard échouent à la mairie de Villeneuve-Saint-Georges. Le gouvernement sera-t-il censuré cette semaine? Chine, enseigne de mode préférée des Français. Et que fait Emmanuel Macron? On peut se poser la question. Il y a une enquête tout à fait passionnante à lire dans le Figaro ce matin, d'ailleurs, sur les coulisses des conseillers de l'Élysée, qui est une espèce d'ambiance un peu crépusculaire. On continue notre tour de table. Jules, votre coup de gueule? C'est un coup de gueule contre la préfecture du Nord qui a depuis quelques années instauré en son sein une commission informelle qui s'appelle la CODRES. Alors c'est vraiment pas très connu, mais cette commission, c'est une commission de réexamen de dossiers de personnes en situation irrégulière qui ont épuisé toutes leurs voies de recours. Donc concrètement, vous êtes en situation irrégulière, vous épuisez toutes vos voies de recours devant un tribunal administratif, et bien cette commission dans laquelle siègent des associations, uniquement des associations pro-migrants, la Ligue des droits de l'homme, la CIMAD, Emmaüs. Cette commission vous permet de prendre un dossier et de le remettre une dernière fois devant le préfet pour qu'il puisse réexaminer une dernière fois son cas et peut-être le régulariser. Donc c'est une commission informelle qui a été établie au sein de cette préfecture par le rapport de force. C'est-à-dire que ces associations, elles sont allées voir le préfet, elles lui ont dit soit on fait des manifestations devant ta préfecture, soit on te fait une mauvaise image, ou alors tu acceptes d'avoir cette commission informelle. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus dans ces préfectures, ce sont des sortes de auto-organisation d'associations qui font pression et donc de commissions hors circuit qui vont permettre à des clandestins de se régulariser alors qu'ils ont, encore une fois, échoué à avoir un titre de séjour en France. Réaction? Vous en avez entendu parler? Ah, pas du tout. Non. Pas du tout. C'est complètement, c'est pas connu, mais c'est dans les rapports de la CIMAD. On a par exemple aussi le collectif Sans Papiers 59 qui a revendiqué avoir 120 dossiers justement dans cette commission. Et l'un des aspects essentiels, c'est qu'il faut se dire que c'est normal que un préfet il s'entoure d'associations pour prendre des décisions. Mais là, en l'occurrence, c'est une commission informelle qui vient d'un rapport de force. Mais en plus de cela, lorsqu'un préfet s'entoure de conseillers, on doit normalement avoir divers avis. On doit avoir des avis qui sont plutôt pour la régularisation et d'autres qui sont plutôt contre. Mais là, on a uniquement des associations qui sont contre, qui sont pour la régularisation. Et donc, ils peuvent aujourd'hui ressortir des dossiers, les amener devant le préfet. Et chose importante, lorsqu'ils amènent le dossier devant le préfet, pendant ce temps-là, le clandestin ou la personne en situation irrégulière a le droit de rester en France. C'est-à-dire qu'elle a une... tant qu'il n'y a pas de décision. Tant qu'il n'y a pas de décision, elle peut rester en France. Ouais, parce que sinon, il faudrait l'expulser pour le faire revenir. C'est ça aussi. Mais bon, voilà, on voit que déjà qu'on a du mal avec les tribunaux administratifs qui aujourd'hui sont assez laxistes, dans certains notamment, même à Lille. Eh bien, on a encore derrière ça une commission informelle qui s'est montée au sein de la préfecture. C'est peut-être un axe, une piste de réflexion pour Monsieur Retailleau. Bon, écoutez, je vois s'il nous écoute et ça lui donnera des idées. Alexis, vous, c'est un coup de gueule? Oui, c'est un coup de gueule parce que j'ai lu ce week-end qu'il y avait un renouvellement au niveau du Conseil constitutionnel. Et comme vous savez, la Constitution donne au président de la République le pouvoir de nommer un tiers des membres, puisque les autres membres sont nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Mais le président, il est fortement suggéré par le président de la République. En tout cas, c'est la coutume. Et apparemment, le nom qui circulerait pour le président de la République, ça serait Richard Ferrand. Richard Ferrand. Richard Ferrand. J'ai failli l'oublier. Pourtant, c'était le sujet de mon coup de gueule. Non, mais là, l'effet était comique, là. Ouais. On sent que vous allez le déchirer. On sent que vous allez le déchirer. J'aime bien faire des blagues aussi. Mais là, en l'occurrence, ça me fait pas rire. Parce que je trouve que c'est une très mauvaise idée. Voilà. Ouais. Richard Ferrand a certes eu des fonctions gouvernementales, il a été parlementaire, mais enfin,
c'est vrai que ça serait mieux de nommer dans ce type d'institution des personnes à la probité incontestable. Vous savez que Richard Ferrand a été impliqué dans des histoires de mutuelles. Oui, mais il y a eu des non-lieux, non ? Où il a été condamné. Ouais, c'est un peu compliqué. Enfin, en tout cas, il y a eu des faits préjudiciables à son image, qui sont avérés. Et en plus, il a été battu aux élections législatives. Donc, je trouve que c'est une institution importante, le Conseil constitutionnel. À une époque, on essayait d'y mettre. Là, je sais pas. C'est pas spécialement Richard Ferrand, c'est globalement une dérive. Je trouve que on y nomme de plus en plus des personnalités politiques, amis du pouvoir, et de moins en moins des personnalités avec des profils juridiques, universitaires, irréprochables. C'est un peu comme ce qui se passe finalement aux États-Unis avec la Cour suprême. C'est une pente glissante parce que malgré tout, le Conseil constitutionnel, c'est la plus haute instance dans notre état de droit, puisque à la fin c'est elle qui dit l'interprétation qu'il faut donner à la Constitution, et donc quand elle est saisie, elle doit donner des réponses en droit et pas en fonction de la tête du client ou d'affinités partisanes. Et c'est cette dérive-là que moi je trouve préjudiciable. Alors il n'a pas été condamné. Il y a eu prescription. La Cour de cassation a confirmé la prescription des faits, donc il n'est pas condamné. Donc il n'a pas été condamné. Donc il est considéré comme innocent. Mais il y a eu quand même des faits. Mais vous pouvez pas dire il y a des faits si ça n'a pas été jugé. Ce que je dis, c'est que moi je trouve que la proximité avec le chef de l'État ne devrait pas être le critère principal pour nommer dans ce type d'institution. Et visiblement, Yael Braun-Pivet n'est pas d'accord d'ailleurs avec cette nomination. Il y a plusieurs autres candidats qui sont là. Mais je pense qu'il y a d'autres gens qui s'expriment pour dire que c'est pas forcément la meilleure idée du président de la République. Alors, vous me direz, il a eu beaucoup de mauvaises idées ces derniers temps. Ça fait une de plus, mais ça peut ternir l'image d'une institution importante. Vous en pensez quoi ? Oui, écoutez, c'est effectivement, est-ce que c'est moral, c'est la question, mais en tout cas, c'est pas illégal, c'est ce que vous venez de dire. C'est pas illégal. Maintenant, qu'il essaie de placer ses pions, je crois que c'est le jeu aussi du politique en général. Ce qu'ils ont tous fait. Ce qu'ils ont tous fait. Non, il y a eu des nominations qui sont incontestables, des gens qui ont des parcours. Je suis désolé, reprenez l'histoire de l'institution. C'est une dérive. Petit à petit, effectivement, on surpolitise cette institution. Je pense qu'il y a peut-être d'autres profils qui étaient Roland Dumas, par exemple. Roland Dumas. Oui, par exemple. Oui, Roland Dumas, il était incontournable à ce poste. Non, Roland Dumas fait partie du même. Voilà. C'est la même chose. Il a été nommé par François Mitterrand. Voilà. Et alors ? Non, mais moi je salue ce que vous venez de dire, Alexis. Non, mais je salue ce que vous venez de dire parce que M. Ferrand est socialiste. Oui. Voilà, il a été socialiste pendant des années parlementaires. Donc c'est bien que vous ayez un regard objectif. Bon, maintenant vous aimeriez que le chef de l'État propose qui ? Alors qui est plus respectable à ce poste aujourd'hui on manque de talent, on manque de juristes de renom. Non, mais il faut quelqu'un quand même d'expérience. Vous êtes d'accord ? Vous pouvez pas être président du Conseil constitutionnel à 22 ans. Ah non, ça d'accord. Bon, voilà. Non, mais je vous pose la question sans qu'il y ait de vilainie. Non, mais il y a d'autres candidats. Qui on pourrait penser ? Mais Eric, je suis certain que si on prend le temps de créer une commission informelle, d'accord. Là, juste après l'émission, c'est ça, on se réunit à deux, on fait une commission, et on trouvera quelqu'un. Et on peut même après écrire l'Élysée, si vous voulez. Vous êtes choqué ou pas par cette éventualité ? Non, je suis pas choqué. De toute façon, je trouve que déjà cette institution est déjà surpolitisée, c'est-à-dire qu'elle a déjà pris des décisions très politisées. Enfin, juste la décision sur l'aide juridictionnelle en mai dernier accordée aux personnes en situation irrégulière, c'est incroyablement politisé. Donc moi, ça me choquerait pas, peu importe le profil. Je pense que cette institution aujourd'hui est dévoyée. Ouais. Alors, Le Monde affirme, on est vraiment dans l'actualité, qu'Emmanuel Macron choisit Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel. Et cette nomination est prévue avant le 8 mars, mais devra être validée par les parlementaires. C'est ce que nous apprend Le Monde. Ça date d'il y a 12 minutes. Donc vous voyez, on est... Alors validé par les parlementaires, gagné, vu la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, une nouvelle crise. Ça peut être l'équivalent d'un référendum contre Macron. Vous voyez ce genre de petit vote, l'air de rien. Attention, Monsieur le Président, faites gaffe quand même. Ça peut être ça. Allez, on va marquer une pause, petite pause de pub, et on va parler de Jean-Luc Mélenchon et de la Nouvelle-France avec vous, Noémie Alioua. Exactement, ouais. On va revenir sur ses propos. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, on continue notre tour de table et en même temps, c'est un des sujets que je voulais traiter ce matin. Donc, Noémie, je vous laisse la main. Donc, Jean-Luc Mélenchon, hier, c'était hier, hein, oui, c'est ça, samedi. Samedi, il était à Toulouse. Samedi soir, il était à Toulouse devant des étudiants dans le cadre d'un événement qui s'appelle les Rencontres nationales des quartiers populaires. Et il a défini les contours de ce qu'il appelle la Nouvelle France. Vous voulez qu'on l'écoute ? Allez-y, très bien, si on a un audio, c'est parfait. Cessez donc d'imaginer une France du passé qui n'est plus là. Acceptez celle qui est là. Et dites-vous bien, comme je le dis à chacun des jeunes gens que je croise et dont je sais qu'ils sont nés comme moi au Maghreb ou bien encore ailleurs, cette partie du pays est à nous. C'est notre patrie, c'est notre pays. C'est là que naîtront vos enfants. C'est là que naîtront vos petits-enfants. Ce pays est à nous tous. Voilà pourquoi je parle de la Nouvelle France. Voilà, la Nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon. Donc, il n'y a plus que 2% de la population du pays qui est paysanne. Il y avait 7 millions de paysans en 45 et il a prononcé le mot de grand remplacement. Oui, c'est assez clair. Il dit la ruralité qu'on nous jette à la figure n'existe pas et donc il faut accueillir cette France des quartiers populaires qui peuplera la France de demain. Il n'en dit pas plus. Mais ces propos de Jean-Luc Mélenchon ne sont pas forcément surprenants parce qu'on sait que depuis des années, il parlait de la créolisation. Mais là, il y a quelque chose de beaucoup plus décomplexé et effectivement, Éric Revel le disait juste avant et c'est ce que je pense aussi, c'est-à-dire qu'avec ses propos, Jean-Luc Mélenchon, il valide la théorie du grand remplacement qui a été, vous le savez, travaillée par Renaud Camus, reprise ensuite par un certain nombre de personnalités politiques de droite. Mais il va plus loin parce qu'il applaudit le grand remplacement, lui. Jean-Luc Mélenchon, il dit aux Français, demain votre identité n'existera plus, votre langue, votre culture, tout ce qui vous constitue n'existera plus, mais plus que ça, vous devez l'accepter, vous ne devez pas vous y opposer. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, qui on le sait se soumet régulièrement aux idéologies des puissances étrangères, il voudrait que toute la France se soumette aussi. Et donc ce discours, il est très important parce qu'il est transparent sur cette vision profondément identitaire d'une partie de la gauche, et ça va effectivement pas calmer l'affrontement communautaire qui se déploie sous nos yeux depuis déjà un certain temps. Oui, Jules Laurence, vous il est dans la continuité de son analyse du rapport Terra Nova, qui était de laisser de côté les employés, les ouvriers pour aller justement vers les immigrés. Jean-Luc Mélenchon, de toute façon, il est obsédé par ces 400 000, 500 000 voix qui lui a manqué pour aller au second tour de la présidentielle. Il est profondément dans une logique de conflictualité et il sait qu'il aura besoin de nouvelles énergies pour réussir à aller vers les votes. Et ces nouvelles énergies, ce sont justement les gens issus de l'immigration qu'il convoite, qu'il voit. Et c'est pour ça aussi que son parti s'instaure vraiment dans une logique de municipal pour réussir à... Bon, là c'est raté pour Louis Boyard, mais pour réussir à monopoliser justement toutes ces énergies issues de l'immigration qui ne votent que très peu pour l'instant et réussir à les politiser sur des questions qu'on voit qu'ils amènent régulièrement avec la question palestinienne sur laquelle ils ont pu surfer et c'est d'ailleurs peut-être leur erreur parce que sur l'échelle municipale c'est ce qui a fait défaut à Louis Boyard. Louis Boyard, la semaine dernière, vous en pensez quoi, Alexis? Moi je trouve qu'il répond aussi à ses détracteurs, notamment à François Ruffin, qui a expliqué plusieurs fois que Jean-Luc Mélenchon se trompait d'analyse en opposant la France, entre guillemets, des terroirs avec la France des banlieues ou des métropoles. Et en ce qui me concerne, je pense que François Ruffin a plutôt raison. Oui. Je pense que Jean-Luc Mélenchon se fourvoie dans une stratégie de conflictualisation et de brutalisation des rapports sociaux. Je pense qu'on ne peut pas diriger un grand pays comme la France en essayant de construire comme ça des digues entre les Français. Ça ne marche pas. Oui. Enfin, ça ne marche pas. Électoralement, on a vu qu'à Villeneuve-Saint-Georges, ça n'avait pas fonctionné. Et je pense qu'à fortiori, au niveau de l'élection présidentielle, ça ne marchera pas. Oui, cette nouvelle France... C'est un concept, Éric. Ça fait quand même un peu froid dans le dos, si vous voulez, parler de Nouvelle-France. Sur le fond, il y a un cynisme électoral évident. Il y a le versant que tout le monde décrit à longueur d'analyse, c'est-à-dire il vise un vote communautaire très bien, mais il y a l'autre versant. C'est qu'il a un cynisme électoral de folie, parce que sur ce qu'il dit sur le monde agricole est très juste.
Malheureusement, c'est-à-dire qu'il y avait 7 millions en 1945 d'exploitants agricoles, il y en a plus de 400 000 aujourd'hui. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit ça ne m'intéresse plus de parler des paysans parce que de toute façon, ils sont plus assez nombreux pour faire pencher la balance de mon côté électoralement. C'est ça qu'il dit. Donc, il y a le vote communautaire qui, à mon avis, fracture une société qui n'a pas besoin de l'être davantage qu'elle ne l'est aujourd'hui sur quasiment tous les sujets. Mais en plus, il dit, écoutez, les petits paysans, là, les petits bouseux, retournez dans vos États parce que vous m'intéressez plus. De toute façon, vous représentez plus rien. Vous représentez plus rien. C'est ce qu'il dit. Et ça choque personne. Alors que quand même, bon, on parle, à mon avis, à raison, de souveraineté alimentaire, on parle de mondialisation de l'agriculture française, tout ce que ça pose comme problème en cas de crise. Et là, on a un leader qui fait une espèce de xénophobie agricole en disant vous êtes bon à acheter à la poubelle parce que vous ne représentez plus rien. Et là, personne ne dit rien. Personne ne sanctionne de tels propos. Moi, je vous le dis franchement, ça me révolte. Ouais. Il est d'ailleurs souvent dans ses discours très critiques de cette continuité historique de la France. Il est justement en faveur. Souvent, il fait l'éloge de la Révolution et ça dit beaucoup il se revendique souvent du courant humaniste de l'homme qui se définit par lui-même. Et donc, il voit la France aussi comme dénuée de son histoire charnelle depuis 1000 ans et simplement comme un pays qui est capable de renouveler un contrat en permanence à chaque génération. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Un pays, c'est pas simplement des personnes qui d'un seul coup vont s'accorder sur un contrat politique. Nous n'avons pas qu'un simple contrat politique avec notre pays. Et c'est ce qu'il essaie de faire aussi en disant c'est une nouvelle France, un nouveau pays. Ce sont des gens qui vont simplement pouvoir signer un contrat avec la République et s'instaurer dans un territoire qui ne sera plus qu'on aura en commun que simplement la République. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Et pour ça d'ailleurs, les paysans et les personnes issues de la ruralité sont exactement l'opposé de ce qu'il prévaut, puisque par essence, le paysan, la personne issue de la ruralité, c'est la personne de la terre, c'est le paysan, c'est celui qui a fait la France depuis 1000 ans. Ouais. Et il se dit maghrébin. Oui, il est bien tanché, Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'être né à Tanger fait de vous... Non, mais parce que... Est-ce que vous pouvez vous appliquer le terme de maghrébin en étant né à Tanger ? Il est d'origine marocaine, c'est indéniable. Oui, mais on concourt la logique de l'émancipation. J'avais une discussion avec lui il y a très longtemps. Oui. Il y a très longtemps, avant les présidentielles, et il m'avait expliqué que l'un de ses problèmes politiques, c'était que précisément le lien au terroir était un lien important. Vous voyez, pour tout personnage qui veut être élu président de la République, Mitterrand la Charente, De Gaulle la Meuse, Chirac la Corrèze, etc. Hollande aussi. Et lui, en fait. Sarkozy-Neuilly, oui, c'est juste. C'est un terroir. Ça n'a pas empêché d'être président de la République. Voilà. Mais et que lui, on n'avait pas. Et en fait, il avait conceptualisé un peu l'idée qu'il pouvait incarner devant moi le terroir des banlieues, vous voyez. Et donc finalement, cette idée-là, il faut lui retrouver une certaine logique, même si elle est destructrice à mon avis. Mais il faut lui reconnaître une certaine logique. Maintenant, toute sa déviance pro-islam politique là est beaucoup plus redoutable parce que ça véhicule tellement de choses, l'antisémitisme, ça véhicule tellement de choses qui sont terribles dans notre société que il est passé, si vous voulez, du conceptueur idéologue avec des stratégies politiques qu'on adhère ou pas, mais qui sont bien huilées, qui sont à des déviances mais redoutables et dangereuses pour la société française, à mon avis. C'est parce que la notion d'intifada lui parle. Il est toujours dans cette logique révolutionnaire et la notion d'intifada aujourd'hui des pro-palestiniens va dans le sens de son projet de conflictualiser et d'arriver à un moment à un rapport de crise. Il ne faut pas oublier qu'il est trotskiste de formation et que cette notion de crise, cette notion de conflictualité, il l'a vraiment par essence et il voit dans cette notion d'intifada un formidable réservoir de pouvoir avoir un jour un grand soir peut-être. Parce que il le dit de Julien Drey sur Mélenchon. Bon, voilà, c'était un ami qui est devenu un ennemi politique, un adversaire politique, mais je trouve que c'est assez éclairant sur la façon dont finalement son ego aussi personnel, compte tenu des succès qu'il a emmagasinés, quand il propulse la gauche comme il l'a fait à la présidentielle ou aux législatives, sa stratégie fonctionne. Le PS se laisse toucher par le baiser du diable. Puis alors un truc qui aime pas du tout. En bout de course quand même, parce qu'ils veulent plus porte-voix. Bien sûr, mais un truc, Valérie, que les gens de la France insoumise n'aiment pas du tout qu'on leur rappelle, et pourtant les sondages le montrent sur des seconds tours d'élection, c'est qu'il y a une porosité en fait entre une partie de l'électorat RN et de l'électorat LFI. Sur un second tour d'élection législative, si vous voulez, il y a 10-15% de gens et des LFI qui votent pour le RN. Et même sur l'immigration.
C'était le grand fantasme, vous savez, de l'anthropologue Emmanuel Todd. Emmanuel Todd, c'est son grand fantasme. Il le dit dans de nombreuses interviews. Il dit il faut que l'électorat populaire se lie contre la bourgeoisie. En l'occurrence, l'électorat populaire, il est scindé en deux parties, l'électorat du RN et l'électorat de la gauche, voire de la gauche radicale. Donc lui, il appelle à une fusion de ces deux électorats. Bon, on sait bien quand même qu'il y a des divergences de fond, et notamment, peut-être pas sur les questions économiques, mais sur les questions identitaires. On peut dire que là, on est sur deux visions de la France qui sont assez opposés. Juste pour revenir sur les propos de Jean-Luc Mélenchon, ce que je trouve très dangereux dans ses propos, c'est au fond qu'il envoie un discours tellement identitaire, tellement racialiste, tellement réactionnaire au fond, qu'il dit aux gens des banlieues, vous n'avez pas à vous intégrer à la France. Vous serez toujours étranger, c'est la France qui va s'adapter à vous. Mais enfin, le discours républicain tel qu'on l'a toujours conçu, c'était l'idée que peu importe d'où on vient, même si on est né à Tanger, même si moi je m'appelle Alioua, même si nos parents viennent d'ailleurs, on peut s'intégrer à la France à partir du moment où on l'a décidé. C'était ça quand même le grand discours républicain. Et là, on est dans quelque chose de complètement réactionnaire. C'est que si vous venez d'ailleurs, eh bien vous devez venir avec tout votre patrimoine, toutes vos coutumes, etc. Et c'est à la France de s'adapter à vous. Et donc c'est un discours qui est profondément dangereux aussi vis-à-vis de tous les gens qui sont là, qui déjà se cherchent dans leur identité, qui seraient peut-être potentiellement tentés par un processus d'intégration dans le pays dans lequel ils habitent, et ça va venir les arracher et les emmener ailleurs. C'est très dangereux. Vous en pensez quoi de ce que vient de dire Noémie, peut-être vous, Alexis? Je pense que Jean-Luc Mélenchon, il a des adversaires politiques. Après, faut pas non plus le prendre pour un imbécile. Hein. Je suis d'accord avec Éric. C'est quelqu'un qui réfléchit à ce qu'il dit, c'est un intellectuel aussi. Jean-Luc Mélenchon, c'est un tribun. Mais ce n'est pas sans danger. Ce que souligne Noémie Alioua, c'est que c'est un discours assez anti-français, finalement, si on dit les choses. En tout cas, il combat une certaine conception de la France. On est en démocratie. Les gens ont le droit de s'exprimer. Ils l'ont fait, par exemple, hier dans les urnes. Voilà, on est dans un débat, dans un pays démocratique. J'espère que personne n'imagine interdire Jean-Luc Mélenchon de parole. Vous pouvez ne pas être d'accord avec lui. D'ailleurs, il y a des gens dont c'est le métier de commenter tout ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Si du jour au lendemain, il n'avait plus le droit de s'exprimer, il serait au chômage. Donc, il faut prendre ça comme effectivement un discours politique, ça l'est. Et on partage pas, voilà. Oui, mais on peut en souligner les dangers. Personne ici n'a dit qu'il fallait lui interdire la parole. C'est une interprétation. Il y a des gens qui pensent que c'est dangereux. Non, Alexis, les tweets de députés léfistes qui sont clairement, pour moi, à connotation antisémite, c'est bouleversant. Pardonnez-moi, c'est bouleversant. Non, mais là, on parle pas de la même chose. On parle des dérives. Moi-même, je vous ai dit qu'il avait une stratégie politique. C'était pas ce qu'il y avait dans le discours de Mélenchon. Donc moi je veux bien qu'on continue à être dans l'interprétation de Madame Braun-Pivet camp à Tel Aviv. Ça on est d'accord, c'est pas le problème. Non, oui, d'accord. Il flatte quoi là? Il flatte quoi? Alors on reparle de toutes les déclarations de Mélenchon depuis 3 ans. Mais c'est pas ce qu'a dit Noémie. Non, mais c'est ce que dit Éric. Il faut comprendre comment ces discours vont être reçus par une partie des gens de la banlieue populaire. Vous n'avez pas à vous intégrer. C'est quand même c'est ça à l'arrivée. Oui, enfin. Je sais même pas si Mélenchon il y croit à ce qu'il raconte. C'est pas la question qu'il y croit. La question c'est de le dire. Attendez, on va marquer une pause et on revient dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons nos débats. Alors vous étiez en train de dire que Mélenchon était un stratège hors pair, sauf que la stratégie visiblement ne fonctionne pas. Si on prend les résultats des élections à Villeneuve-Saint-Georges, ça n'a pas fonctionné. Je suis d'accord, mais est-ce que vous vous souvenez quand même qu'il s'était autoproclamé Premier ministre? Il fallait quand même avoir... Vous vous souvenez les affiches Nommez-moi Premier ministre. Nommez-moi Premier ministre. Mais en fait, c'est dire tout de l'espèce d'apothéose politique qu'il avait atteint à ce moment-là. Moi, je suis pas soupçonnable, si vous voulez, d'être LFiste, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce que je veux dire, c'est que je reconnais à Mélenchon une stratégie mortifère qui, d'ailleurs, a englobé la gauche républicaine à son détriment dans un premier temps. On verra comment le PS se sort du budget, de tout ça. Mais en fait, il a réussi un coup politique de dingue. François Mitterrand avait mis des années à faire l'union de la gauche avec Robert Fabre, avec Georges Marchais. Moi, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Marchais qui était le plus stalinien des partis communistes français. Mélenchon, en 15 jours, il a obligé tous les partis dits de gauche républicains
à venir à Canossa et à faire l'union avec lui. Ouais. Ça, si c'est pas un tour de force politique, il faut m'en citer d'autres. Ouais. Et il passe aussi son temps, ça faut le dire, à toucher du doigt le fait que la Ve République n'est plus justement à la taille du pays aujourd'hui, qu'elle n'est plus conforme aux attentes des citoyens. Et en permanence, il teste les institutions pour aussi arriver à ce moment de crise et de rupture, de dire regardez, ça ne fonctionne plus, il va falloir aujourd'hui avoir un projet presque, voilà, il est toujours révolutionnaire sur une 6e République. Et c'est pour ça aussi qu'il chauffe à blanc et il instaure aussi un climat où il habitue à sa radicalité. Il habitue en permanence des discours, une radicalité qui, si on regarde ses propos il y a 10 ans, mais choque je veux dire, si on est d'un cynisme politique absolu, je vais l'être là pendant quelques instants. Vous dites, soyez-le. Depuis les notes de Terra Nova, la gauche, pardon, et j'étais très ami avec lui et avec Olivier Ferrand qui était le patron de Terra Nova. Elle a dit, bon, les ouvriers, on laisse tomber, c'est plus notre cible électorale. La note de Pascal Boniface. Bon, alors Pascal Boniface. Mais quand vous regardez ça, la gauche, je veux dire, Mélenchon, il a lu ces analyses. Il sait que la plupart des ouvriers, du monde des travailleurs, ce qu'on appelle, est passé du côté du RN. C'est une réalité. Toute la ceinture rouge, les grandes communes autour de Paris qui étaient toutes communistes, il n'y en a plus une qui est communiste. Bon. Mais il n'y en a aucune qui est RN quand même. Ok, pour l'instant. C'est la limite de l'exercice. Ce que je veux dire, c'est que lui, il a fait ce constat-là, il s'est dit, mais c'est quoi ma cible ? C'est quoi ma cible ? Ah bah tiens, il y en a une qui est intéressante de cible et qui est en croissance, qui est la cible de la communauté musulmane. C'est ça qu'il a fait comme pari. Je pense que c'est une erreur de l'essentialiser, c'est-à-dire que la communauté musulmane ne vote pas uniquement en fonction de la Palestine, il y a aussi des questions économiques la liberté, qui peuvent jouer. l'égalité, la fraternité comme le fait Mélenchon et cibler une communauté en particulier. Oui, c'est impossible. Mais c'est ça le calcul politique qu'il a fait. Jules, oui, vous êtes en train de dire effectivement, il y a une quinzaine d'années, il y a 10 ans très clairement, le discours a complètement changé sur le voile, sur la laïcité, etc. Exactement, sur ces questions-là. Donc on parle bien de cynisme, d'un vrai cynisme politique. Et d'opportunisme. Oui, mais tout ça va ensemble. De trouver une nouvelle énergie. Mais est-ce que ça marche ? Visiblement pas. Peut-être un commentaire sur l'élection à Villeneuve-Saint-Georges, où l'argument, on voit tous les éléments de langage qui sont ressortis en disant oui, honte aux communistes. Ils ont essayé de faire comme aux législatives avec Raphaël Arnaud à la base. C'est-à-dire qu'ils ont voulu instaurer un candidat LFI face à une liste de gauche, surfer sur les vagues, sur justement la thématique palestinienne, sur l'extrême droite, imposer un rapport, finir premier au premier tour et donc faire en sorte que la liste de gauche se déporte pour les voix de la LFI. Cette fois-ci, ils ont instauré un tel climat de brutalité sur cette campagne. Vous savez, nous on était sur le terrain pendant cette campagne, on a beaucoup suivi, on a fait des révélations. On a un de nos journalistes qui a été menacé 2 fois de se faire couper la tête quand même, sur le terrain parmi les partisans de Louis Boyard. Et donc ils ont instauré un tel climat de violence, de brutalité, que même les listes de gauche donc se sont retirées un peu hypocritement parce qu'elles ont quand même laissé le champ libre, mais n'ont pas appelé à voter pour Louis Boyard. Pour Louis Boyard, parce que la personnalité déjà de Louis Boyard posait problème. C'est avant tout aussi une question de personnalité, mais les thématiques et les candidats imposés comme Mohamed Ben Yaklef, le 7e de liste, qui revendique ouvertement être pro-Hamas et qui n'a retiré ses réseaux sociaux qu'il y a quelques jours. Et Louis Boyard, faut pas l'oublier, lorsque nous on avait révélé qu'il était pro-Hamas, Louis Boyard, le discours, le meeting juste avant le premier tour, il a réaffirmé son soutien. Il a dit « je n'en enlèverai aucun de ma liste ». Alors qu'il y avait des délinquants, il y avait un pro-Hamas, il a dit « je n'en enlèverai aucun ». Et Mélenchon est venu ce soir-là aussi. Et donc ils assument cette stratégie de brutalité et autres, mais qui n'a pas fonctionné à l'échelle municipale pour ces 2 raisons. Pour celle de la présence de Louis Boyard qui posait problème et celle de se tromper complètement, d'imposer ce climat pro-palestinien alors que la majorité des électeurs de Villeneuve-Saint-Georges veulent d'abord des aspirations concrètes du quotidien sur comment on fait pour la ville et ne me parle pas en fait de Palestine à Villeneuve-Saint-Georges. Il y a une sorte d'opposition. Comment vous l'analysez, vous, la défaite de Louis Boyard ? Parce qu'ils ont beau jeu de dire oui, on n'a pas été soutenu par les autres listes de gauche. À droite non plus, ça n'a pas été simple pour Christelle Niasme qui a été élu puisque le maire sortant, qui était de droite, s'est maintenu. Oui, rappelons qu'il y avait 2 listes de droite. Que effectivement, la liste qui s'est maintenue au second tour, celle de Louis Boyard, il n'y avait que des insoumis sur la liste. Donc je pense qu'ils se sont trompés d'élection. Bon, d'abord, Louis Boyard n'est pas Jean-Luc Mélenchon. Non. Et l'élection municipale à Villeneuve-Saint-Georges, c'est pas l'élection présidentielle. Non. Quand on élit un maire, des conseillers municipaux pour gérer sa commune, on parle de questions de logement, de questions d'éducation, de questions de culture, de la vie associative. En plus, Louis Boyard, je veux dire, malheureusement pour lui, c'est un parachuté.
il habitait pas Villeneuve-Saint-Georges avant, peut-être même qu'il va pas y rester. Enfin, les élections locales, faut habiter dans sa commune, faut la connaître. Bien sûr. Il est domicilié, mais il l'était pas avant. C'est ça. Et même dans la circonscription, en fait, il habitait pas dans la circonscription avant d'être élu député. Donc on sait comment ça fonctionne. Donc c'est un peu étonnant, quoi. Voilà, de considérer que ce profil-là pouvait se présenter devant les électeurs et convaincre pour gérer une ville, parce que gérer une ville, c'est pas simplement que de l'idéologie et taper contre les adversaires. Justement, j'ai envie de dire que c'est même plutôt un peu l'inverse. D'abord, on fait un programme, ensuite on essaie de rassembler sur le programme. Et si on fait un bon programme, on peut rassembler, je vais vous dire, des gens de tous les horizons. Voilà, des gens qui viennent de la gauche, des gens qui viennent du centre, et même des gens qui viennent de droite peuvent reconnaître à un moment donné que une personnalité, et l'inverse est vrai, dans des villes plutôt à gauche, il y a des personnalités de droite. Bon. Donc, moi, je pense que c'est un contresens d'avoir voulu faire de cette élection un test national pour la France insoumise, et en plus, de ne pas reconnaître ensuite l'échec. Parce qu'à la limite, là, ils ont mis le paquet médiatiquement, il y a eu des meetings, etc. Bon, ils ont éliminé l'autre partie de la gauche au deuxième tour en refusant de fusionner à la proportionnelle pour dire, si on gagne, c'est nous tout seuls. Là, vous avez perdu, donc assumez. Non, là, maintenant, les éléments de langage, c'est on a gagné. Non, on n'a pas gagné. Une défaite, c'est une défaite. Donc, je suis même étonné, honnêtement, que les éléments de langage qui circulent soient de dire on croirait que le Boyard a gagné. Non, il n'a pas gagné. C'est dommage pour lui. C'est peut-être dommage pour Villeneuve-Saint-Georges. J'en sais rien, je connaissais pas son programme. Mais en tout état de cause, le premier acte, quand on est un démocrate, c'est de faire preuve d'humilité devant le résultat du suffrage universel. Si vous n'avez pas été élu, c'est que vous n'étiez pas bon. Ouais. Voilà. C'est pas le cas visiblement. Eric. Oui, je rajouterais simplement que je redonne les scores de mémoire. Boyard à la législative a fait 66%. Bon, là il est à 38. Mélenchon a fait à la présidentielle 45. Bon, là il est à 38. Donc on peut m'expliquer ce qu'on veut, c'est que c'est mieux par rapport au municipal d'avant. Mais en fait, non seulement ils ont perdu les filles, mais ils ont pris une fessée. Ils ont pris une fessée. Si vous additionnez les voix de Madame j'ai oublié son nom, pardonnez-moi, qui a gagné. Christine Nias, voilà. Plus celle du maire sortant, vous êtes à 61-62% pour la droite. Alors qu'historiquement, était une ville de gauche. Bon, c'est pas un échec, c'est un fiasco. Attendez, c'est une fessée, un échec, un fiasco, une claque. Surtout que tout le parti s'est mis au service de Louis Boyard. Vous avez eu Jean-Luc Mélenchon qui s'est déplacé sur le terrain. Vous avez eu Clémence Guettet. Vous avez eu Antoine Léaumont, bien sûr, Mathilde Panot. C'est-à-dire qu'ils se sont tous mis au service de la candidature de Louis Boyard. Donc, c'est pas un échec qui est local, c'est un échec pour le parti. Et c'est effectivement, c'est une grande claque pour la France Insoumise. Il faut vraiment insister sur la radicalité de cette liste, parce que rien que la deuxième de liste portait un kéfier avec un drapeau palestinien. La mosquée d'Al-Aqsa est marquée Jérusalem est à nous. Et c'était ça ce qui était affiché sur les campagnes de communication et les photos prises. Donc c'est vraiment une notion. Nous, quand on était dans les meetings, il y avait vraiment une ambiance radicale. Je veux dire, des militants islamistes à l'intérieur. Et ça, c'est aussi ça il a pensé que en ayant tous ces militants les plus radicaux avec lui, le reste allait suivre. Et non, en fait, les gens se sont dit là ça va un peu trop loin, et même le PS et autres ont dit là on peut pas suivre, on peut pas s'aligner sur ça. Vous l'avez dit, c'est aussi très loin des préoccupations des gens de cette ville. Il y a un moment donné où il y a des réalités très concrètes, des réalités économiques, des réalités du quotidien. Et je veux bien que pour certains la question de la Palestine soit fondamentale et même beaucoup plus de façon radicale. Mais enfin, ça n'a pas fonctionné aussi. Ça c'est un fait intéressant, c'est qu'il n'y avait pas le RN. Ouais, mais donc moi, ce qui m'aurait intéressé, peut-être qu'Alexis pourra répondre à ma question, c'est que si vous aviez eu en face la liste donc de Boyard en tête, plus celle du RN en deuxième position, nos amis de gauche républicaine, ils auraient fait le coup du barrage républicain, ou ils auraient fait comme là en disant on se prononce ni pour une liste ni pour l'autre? Mais là, c'est de la science-fiction. Ah non, c'est pas de la science-fiction. Il n'y avait même pas de liste Rassemblement National. Ils se sont retirés quand même. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé pendant la législation. Raphaël Arnaud, c'était ça. Bon, voilà, je veux dire, Darmanin, il a accepté aussi les voix d'un désistement et les filles dans sa circonscription, dans la circonscription dans le nord de la France. S'il y avait une, là, dans le cas précis, vous auriez fait quoi? Vous auriez été à la pêche, s'il y avait eu un respect des partenaires, il y aurait pu y avoir un accord entre les deux listes. Ils ont discuté quand même. Okay. C'est comme ça que ça se passe au niveau local, Eric. Tu sais, ils leur ont demandé de retirer le fameux numéro 7 sur la liste de Louis Boyard, le fameux islamiste, pro-Hamas. Ils ont refusé de le retirer de la liste. Allez, c'est pas le sujet de la campagne municipale, pardon. C'est ce qu'il en a fait. C'est pas pour ça que les gens votent. Oui, mais c'est ce qu'ils en ont fait. Mais c'est ce qu'ils en ont fait. C'est leur choix de campagne. Ça s'est avéré non payant. Bon, on marque une pause et on va parler du budget 49.3 censure. À tout de suite.
Sud Radio, votre avis fait la différence. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bon, alors, censure, pas censure, 49.3, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, je sais pas. Monsieur Irma. Non, rien. Enfin, bon, alors tout le monde me dit, sauf si le RN et les filles ont intérêt à avoir une présidentielle anticipée. Parce qu'attendez, si Bayrou passe à la trappe, là, avec son gouvernement, je vois pas comment Macron dit même pas mal. Ouais. J'en ai un autre. Je vais vous le nommer. Ça va être pas compliqué. plus de 15 jours, pas de problème. J'en ai un autre après. Non. Obligé d'en tirer des... Mais est-ce qu'il peut y avoir... Enfin, donc 49.3, c'est... Voilà, Alexis Bachet, 49.3, ça a été annoncé hier par François Bayrou dans la tribune dimanche. Est-ce qu'il y aura censure ou pas ? Ce matin, le RN n'était pas... laissait planer le doute. Hein. C'est pas impossible que finalement, François Bayrou obtienne un sursis, soit de la part du RN, soit de la part du Parti Socialiste, soit peut-être les deux. Ça serait grand chelem, mais non, je pense que effectivement, il faut regarder du côté du RN durablement. Bon, après, c'est ce que Michel Barnier avait tenté. Hein. Oui, c'est ça. On se rappelle, et le pari avait été perdu. Donc, et je suis d'accord avec Éric, c'est vrai que si le gouvernement tombe, tout devient possible ensuite, parce que on arrive dans des heures un peu sombres pour le pays, parce que c'est quand même qu'un grand pays comme la France se retrouve dans cette situation-là, c'est pas agréable. Et le responsable, en dernier recours, c'est quand même le président de la République. En tout cas, c'est ce que les Français pensent. Bien sûr. Voilà. Après, est-ce que lui-même ira jusqu'à en tirer des conclusions ? Je ne sais pas. Il peut encore. La Constitution lui permet. Eric, ce que tu décris, de nommer. C'est d'ailleurs arrivé dans une autre époque, sous la 3e ou la 4e République, des gouvernements qui faisaient 15 jours, 3 semaines, qui tombaient, et puis on nommait un autre Premier ministre. À l'époque, c'était président du Conseil, d'ailleurs. Ouais. Jusqu'à épuisement, enfin jusqu'à ce qu'il y ait des élections, et peut-être que on se rapproche. 4e, ça veut peut-être dire qu'on est au bout de la 5e là. 5e République. Chaque jour, on nous rapproche aussi de la date où le président pourra à nouveau dissoudre. Oui. Mais Jules, sans le RN, compliqué de dissoudre. C'est vraiment le RN qui est le clé en main sur ça. De roi, entre guillemets. C'est sûr que ça fait, il y a une sorte de grand saut, parce que s'il y a cette dissolution, on se dit, la parole de présidentielle qui s'est abîmée sur tous les sujets, on a des institutions, on ne sait pas si elles sont prêtes à gérer cette question, et il est sûr que Emmanuel Macron devra partir si Bayrou saute derrière. Je vois pas qui peut venir en fait donner une alternative. Peut-être avoir une sorte de barycentre un peu à droite qui puisse contenter LR, RN et un peu d'ancienne majorité présidentielle, mais il n'y a pas d'autre solution possible sur 15 jours qui puisse contenter tout le monde. C'est vraiment un saut dans l'inconnu. Si jamais. Attendez, qui va y aller ? Qui va y aller ? Celui qui se projette un peu femme comme homme politique, qui pense avoir un destin national. Mais qui va y aller en vous disant, si à la limite quelqu'un comme Alexis ou comme moi, on pourrait y aller, si on risque rien. On n'a rien à perdre. Enfin voilà, on n'a rien à perdre. Mais qui va y aller ? Vous imaginez si Macron dit à Darmanin, dis donc tu voulais pas, l'autre il va dire non, tu rigoles, ça va durer 3 semaines, non, surtout pas. Donc en plus il est dans une impasse. Je sais même pas s'il pourrait encore trouver un nom. Je sais pas. J'imagine mal le président de la République démissionner. Il est tellement accroché au pouvoir. Moi, il l'a déjà dit. Je pense qu'il va se retrouver. Il se retrouve déjà dans une situation impossible, mais il va s'accrocher au pouvoir jusqu'à la dernière minute. Maintenant, tout est encore possible. Je pense pas que le RN va censurer pour une raison simple, c'est que sinon ils devront payer le coût politique de l'instabilité qui va suivre. On a dit la fois d'avant. Non, mais là il y a eu des sondages. Il y a eu des sondages assez clairs, c'est-à-dire que l'opinion publique aujourd'hui, elle est contre l'instabilité. Oui. Donc le RN, s'ils sont responsables de la chute du gouvernement, ils devront ensuite le payer cher dans les sondages. Il y a un petit indice quand même. Je crois que vous en parliez vendredi dans votre émission, Valérie. Il y a un petit indice, c'est la levée tous en même temps de ces grands patrons. Moi, ça m'a beaucoup marqué, c'est-à-dire Bernard Arnault, LVMH, Éric Trappier, Michelin, Trappier donc Dassault Aviation, Michelin, Pouyanné qui menaçait de se délocaliser, de faire côté Total à Wall Street, etc. En fait, moi, je me demande, parce que tout ça n'est pas un hasard, c'est rare qu'un grand patron de ce niveau-là prenne la parole, finalement, pour critiquer indirectement la situation dans laquelle Emmanuel Macron nous a mis. Alors qu'il est proche d'Emmanuel Macron aussi, vous parlez de Bernard Arnault. La question que je me pose,
pose, est-ce que là, il tire pas un signal d'alarme en direction de l'Élysée et donc du président de la République en disant attention, là, ça ne peut plus durer parce que mes investissements sont différés, parce que là, il y a une chasse aux sorcières qui qu'on soit pour ou contre, qui s'établit contre mes bénéfices, contre ceci. Donc en fait, c'est une façon de le mettre en garde, lui. Moi, c'est comme ça que j'ai pris. Oui, mais de mettre en garde, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui? On en parlait hors antenne et je voulais qu'on en parle. Que fait Emmanuel Macron aujourd'hui? Vous l'avez dit, il annonce. Rien. Il annonce. Il est décrimisé en interne et décrimisé à l'extérieur. Voilà. Donc, si vous voulez, le domaine réservé du président de la République sur les affaires de politique étrangère, à mon avis, même ça, il peut pas l'exercer. Il va au bistrot, il parle des vacances scolaires, des filières. Il fait des conférences de presse devant Mona Lisa au Louvre. Bah voilà. Et moi, je pense que voilà. Alors peut-être que lui renoncerait pas, mais si vous avez une pression très forte quand même de ces gens. Oui. Qui font le business, qui font l'emploi, qui font l'image de la France à l'extérieur, ça peut peser dans sa décision. Ouais. À moins qu'ils disent j'ai compris le message des Français et maintenant vous m'appelez Elisabeth comme la reine d'Angleterre. Et j'inaugure et je fais les pots de fleurs, c'est ça? J'inaugure. Non, mais visible, oui. Mais c'est pas sa vocation, c'est pas sa personnalité, ni sa personnalité. Non, ça c'est sûr. Ouais. Non, mais de toute façon, sur ça, la situation est bloquée. Sa parole, voilà, c'est vraiment fragilisé. Il est effectivement, il essaie de se mettre dans une posture où il dit qu'il va devoir gérer les affaires extérieures, Israël, les États-Unis et autres. Mais le parallèle est terrible entre la situation américaine, qui est aujourd'hui une sorte de new golden age américain, une sorte de renaissance américaine, et nous qui sommes bloqués institutionnellement. Bah, attention, Trump, il est en train de lever un peu le pied sur l'accélérateur quand même. Hein. D'accord. Sur les droits de douane, je vous rappelle qu'il avait promis 60% à la Chine, qui leur met 10%. D'accord, mais il y a quand même du concret, il y a quand même du concret, des choses qui sont en train d'être faites, une dynamique, là où nous, quand même. Oui, il y a une dynamique, mais il n'y a pas pour l'instant énormément de résultats. Enfin, pardon de dire ça. Ça fait 15 jours. J'ai l'impression qu'il est un peu moins. Il a plus de résultats peut-être en 15 jours. Il est en dessous de la main de sa campagne électorale, quand même, me semble-t-il. Mais on verra. Il a quoi? Il est un peu en dessous de la main des promesses qu'il avait faites. Quand il dit on va évaluer le dispositif de droit de douane que je vais appliquer au Mexique, au Canada et à la Chine, ça veut dire que évaluer, ça veut dire que je prends la décision et ensuite on verra si ça pénalise ou pas l'économie américaine. Vous voyez, donc il y a bon, mais bon, par rapport à nous, ce qui est fantastique avec Trump, c'est qu'il a filé un sacré coup de vieux au golden boy de la politique. Lui, il a 78 ans, il a foutu une claque de rajeunissement à Trudeau et à Macron de manière incroyable. Quoi. Bon. Pourquoi Trudeau est encore là alors qu'il avait annoncé qu'il démissionnait? Parce qu'il y a un certain temps avant qu'il pensait qu'il partait. Oui, parce que je l'ai aperçu effectivement ici et là. Je voudrais qu'on dise quelques mots de Shein, donc l'enseigne de mode préférée des Français, donc une enseigne qui est extrêmement critiquée pour la façon dont ses employés sont traités, pour cette fast fashion. Alors ils s'en défendent, hein. Il y avait un grand article dans le Parisien en disant on fait pas de la fast fashion, on fait de la fashion à la demande, on met en ligne des produits, c'est assez vertigineux, hein. Je vous conseille de lire l'article du Parisien. Alors ils ont engagé des lobbyistes, enfin non, il se défend lui aussi, Christophe Castaner, d'être un lobbyiste. Il a été engagé justement pour voir comment en matière d'environnement il pourrait faire mieux. Alors écoutez, c'est un extrait de l'émission Quotidien où ils sont allés interroger Christophe Castaner et puis d'abord un des patrons de Shein en France. C'est une mission 100% consultative sur nos initiatives RSE. Est-ce qu'il a une expertise RSE ? On a jugé qu'il avait une expertise RSE, effectivement. Vous savez à quoi arriver chez Shein, on dit Shein. Shein, votre nomination chez Shein, que je suis choquée. Mais en fait, je n'arrive pas et je ne suis pas nommé. J'ai accepté de les accompagner sur un projet de travail sur les logiques de RSE. Shein, d'abord, c'est la marque la plus populaire au monde. Et donc, du coup, c'est un modèle économique qui est hyper intéressant. Par contre, et ils le savent, il y a une marche haute pour atteindre le niveau d'exigence, notamment en matière de RSE, qu'il faut porter. Et donc, il m'a semblé opportun, parce que le challenge était intéressant, de les accompagner sur cela. Voilà, donc RSE, c'est responsabilité sociale des entreprises et environnementale, absolument. C'est les préoccupations sociales et environnementales. Donc c'est un petit peu à l'opposé de l'image de Shein aujourd'hui. Vous comprenez comment, vous, Alexis Bachelet, cet emploi? Donc il dit bien, Christophe Castaner, qu'il n'est pas lobbyiste, qu'il n'est pas là pour influer sur la loi contre la fast fashion qui va être débattue à l'Assemblée. Et qui sera voté, j'espère. Oui, qui sera voté, j'espère aussi. Non, mais pour rebondir sur ce que disait Eric, c'est vrai que on est dans un moment de l'histoire où si il y a quelque chose qui doit nous interpeller par rapport à la situation aux États-Unis, c'est qu'on doit peut-être penser à l'Europe d'abord, c'est-à-dire nos intérêts, préserver nos intérêts. Nos intérêts aujourd'hui, mais c'est pas de servir la soupe aux Chinois.
de servir les intérêts économiques et politiques de la Chine, qui nous inonde déjà de produits à bas coût. Et c'est des produits à bas coût pour deux raisons, parce qu'ils sont produits dans des conditions qui sont socialement qu'on n'accepterait pas si les Français savaient. Il y a eu plusieurs reportages dans des usines. Il y a des reportages, mais bon, on n'accepterait jamais. Pas qu'en France d'ailleurs, en Europe et dans beaucoup de pays du monde, de produire dans ces conditions-là. Et ensuite, sur le plan environnemental, évidemment, c'est des produits de mauvaise qualité. On le sait très bien, le Made in China, c'est quand même pas ce qu'il y a de meilleur. Et on est inondé par tout un tas de produits d'ailleurs dont on pourrait se passer. Donc je pense qu'un Français, qu'un ancien ministre en plus... Et Nicole Gage également, qui fait partie des... à la gamelle pour servir les intérêts d'une société chinoise qui produit qui fait ce type de choses, contre lequel, par ailleurs, le gouvernement va légiférer. Donc là, on est quand même, on est en plein paradoxe, quoi. On est là, on est un peu dans un truc un peu délirant. Donc, non, franchement, c'est honteux de la part de Christophe Castaner. Et Bernard Spitz, qui était l'ancien patron de la Fédération française de l'assurance. Donc, ils sont trois. Nicole Gage, Christophe Castaner, parce que tout le monde et Bernard Spitz. Au-delà, encore une fois, au-delà de la personne de Christophe Castaner qui repartira aux oubliettes, il n'a pas laissé une trace impérissable dans la vie politique de son pays, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'au lieu de se mettre au service d'intérêts étrangers et d'intérêts économiques qui desservent l'Europe, il faudrait au contraire, il aurait mieux fait de rentrer dans une grande boîte française ou européenne et de défendre les intérêts de son pays et du continent. 20 millions de clients en France, c'est une progression de près de 60%. On importe massivement du textile chinois, comme l'a décrit Alexis Bachelet. Je rappelle qu'on va délocaliser une partie de la fabrication des uniformes de l'armée française qui était produit depuis 25 ans à côté de Calais à Madagascar. Vous voyez, moi je préférais que les hommes politiques de gauche et de droite se mobilisent pour qu'on continue de faire du Made in France. C'est aussi à l'image de cette jeunesse qui justement est dans l'ultra fashion, mais qui en même temps fait de la morale sur les questions d'écologie. C'est le paradoxe de notre jeunesse sur ça. Absolument. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.